Salut à tous, c'est Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo au sujet de Tor. On va faire un échange avec Kevin qui maîtrise correctement le sujet de Tor et qui est allé se balader régulièrement dessus, qui a exploré quand même pas mal le domaine. Aujourd'hui, on va parler des mythes et des réalités du réseau Tor parce qu'on entend parler de beaucoup de choses dessus. Et je pense que le premier mythe qu'on doit casser, c'est vraiment de savoir si Tor est illégal ou non. Alors Tor, il y a deux choses dont on doit parler. Il y a la partie réseau, qui est un réseau cryptographique sur lequel on va envoyer des données et qui vont passer de serveur en serveur avant d'avoir une sortie sur Internet pour accéder soit des sites du clear web, soit des sites du deep web ou même du dark web. Et après, il y a la partie, on va dire, Tor Browser, qui est le navigateur qui permet d'accéder à ces sites web. Bien sûr, le réseau Tor, on peut lui faire passer de la messagerie, on peut faire passer tout un tas de choses dessus. Donc, c'est le réseau Tor de manière plus globale. On va voir si c'est illégal ou pas d'utiliser. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Kevin, c'est déjà, est-ce qu'en France, lorsque tu utilises le réseau Tor, tu es dans l'illégalité, oui ou non? Non. Non, absolument pas. Utiliser le réseau Tor, c'est totalement légal. D'ailleurs, c'est pour ça que le site est accessible à toutes les personnes qui sont en France. Il faut se dire que si quelque chose était fondamentalement illégal dans un pays, notamment comme la France, ce serait assez difficilement accessible depuis Internet, depuis ce pays-là, parce que l'État aurait déjà mis un coup de tampon dessus. On a eu récemment l'exemple avec le site Wish, qui a eu un certain nombre de sanctions et qui aujourd'hui n'est plus accessible en France parce que du coup, l'État a dit aux différents moteurs de recherche, vous ne le référencez plus, vous ne permettez plus aux gens de pouvoir le trouver facilement. Donc, c'est accessible, c'est complètement légal. Est-ce que c'est une désindexation qu'il y a eu, par exemple, sur Google et autres moteurs de recherche, ou est-ce que c'est les DNS des principaux fournisseurs d'accès en France, comme Bouygues, Free, SFR et Orange, qui ont tout simplement arrêté de faire la redirection? Parce que je sais que pour T411, qui était un très gros forum de torrent sur lequel on pouvait trouver tout un tas de choses, quand ils ont voulu, soi-disant, le fermer, c'est la première chose qu'ils ont fait, avant qu'il y ait une vraie fermeture définitive des serveurs qui étaient de mémoire au Canada. Alors non, il n'y a pas de blocage par les DNS. Là, je viens encore d'y aller sur Wish. Wish.com est encore accessible. Si on tape wish.com dans l'URL, ça va fonctionner. Donc non, il est encore accessible, mais il est caché. Et là, on parlait de la France, mais est-ce que du coup, dans d'autres pays où il y a des pare-feux, on va dire, qui sont mis en place, par exemple en Chine, à Singapour, où le réseau est quand même très fermé, et dans d'autres pays d'Asie, est-ce que c'est illégal, ou même d'Iran, par exemple, est-ce que c'est illégal d'utiliser le réseau Tor? Est-ce qu'il y a des personnes qui l'utilisent justement pour contourner un peu ces sanctions? Alors, j'ai pas le code civil de ces pays sous les yeux, mais je pense qu'effectivement, l'utilisation de ce type de réseau parallèle dans des pays où des restrictions d'accès à Internet sont très fortes, comme en Corée du Nord ou en Chine par exemple, ou les pays dont tu as cité, je pense que ça doit pas être le bienvenu, voire peut-être illégal. Maintenant, alors peut-être que tu as plus d'informations à ce sujet sur ces sites-là, sur ces pays-là. Alors non, pas spécifiquement, mais effectivement, je sais qu'ils ont des contrôles d'accès à Internet qui sont très forts. Il y a souvent des réseaux sociaux qui sont bloqués. À Singapour, hein, moi je l'ai vécu, lorsqu'on va sur YouTube, qu'on tape certains mots-clés, c'est écrit clairement que la vidéo ne peut pas être chargée dans le pays en question parce qu'elle a été censurée par le gouvernement. C'est écrit clair et net dessus. Hein, vous tapez tout ce qui est opposition politique, tout ce qui est, je sais plus, mais tout ce qui est guerre civile et autres, vous verrez, c'est clairement interdit en fait. Il y a pas de, on vous pose pas la question. Et donc, effectivement, déjà, le réseau Tor, ça permet d'accéder à ces contenus-là, qui sont légaux dans certains pays et qui sont illégaux dans d'autres, parce que le gouvernement a décidé de les censurer de manière pure et simple, de manière unilatérale. Je sais qu'en Turquie, pendant les mouvements qu'il y avait eu de manifestations, il y a eu la partie Twitter et Facebook qui avait été bloquée. Je sais que c'était majoritairement au niveau des DNS que ça avait été bloqué. Mais pour les personnes qui ont besoin de garder un certain anonymat, qui ont besoin d'être protégées, qui ont besoin d'accéder à des informations, je pense que Tor, c'est vraiment une vraie opportunité pour eux. Et après, la question de la légalité, déjà, elle dépend de la juridiction du pays dans lequel vous êtes, ce qui est extrêmement important. Mais si on prend le cas de la France, il y a deux choses, je pense qu'il faut distinguer. Il y a la partie réseau qu'on peut utiliser, et là, c'est juste un tube, donc vous faites un peu ce que vous voulez dans ce tube-là. Et après, je pense qu'il y a le contenu qu'on peut trouver sur, par exemple, la partie navigation web. Et je pense que sur cette navigation web, on en viendra à notre deuxième mythe qui est hyper présent. C'est un peu le contenu qu'on peut trouver dessus. Et je pense que c'est comme sur le clear web. Sur le clear web, on peut trouver des choses qui sont totalement illégales à partir du moment où on sait ce qu'on cherche et qu'on tape les bons mots-clés
dans le moteur de recherche en moteur. question. Vous allez sur Google, vous utilisez des dorks, vous tapez des mots sur de la pédopornographie. Je suis quasi sûr que vous tombez sur des choses comme ça. Vous trouverez des images qui seront indexées. Mais d'ailleurs, il y a des sites pour adultes qui ont eu d'énormes sanctions parce qu'ils avaient une mauvaise validation justement de ce qui était envoyé par les utilisateurs, donc des vidéos qui étaient proposées par les utilisateurs et qui étaient publiées sur leur site, et qui du coup ont vu jusqu'à plus de 60-70% de leur catalogue supprimé parce qu'ils ont mis en place des nouvelles vérifications à la suite de ces sanctions où dès qu'il y avait un doute, il n'y avait pas de doute, c'était supprimé. Donc même des fois sur des sites grand public, on peut trouver des sous-catégories ou, encore une fois, comme tu dis, quand on sait où chercher, quand on sait les mots-clés. Je me rappelle sur YouTube qu'il y a eu un énorme réseau qui a été plus ou moins démantelé, mais au moins mis au grand jour par certains gros youtubeurs, notamment par exemple par le Roi des Rats, où si on recherchait des mots comme webcam, des dates, très précises, etc., on voyait des vidéos qui étaient prises par des webcams où volontairement c'était filmé de sorte à ce que ça puisse plaire à des personnes qui cherchaient voilà, ce type de vidéos où on voyait des enfants. Voilà, c'était pas forcément... c'était totalement illégal. YouTube a pris des dispositions, mais aujourd'hui, on en trouve encore, bien que le réseau ait été... Enfin, YouTube a fait un grand mal à ce réseau-là, mais ça a été épuré, voilà, mais on en trouve encore. Et justement, ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde un petit peu les enquêtes qui sont faites autour des trafics d'êtres humains de manière plus globale, hein, pas forcément sexuelle, mais de manière plus globale, on s'aperçoit que souvent les applis qui sont utilisées, c'est du Facebook, du Twitter, du Telegram. C'est des choses qui sont communes, en fait. C'est des réseaux qui sont utilisés par un grand nombre de personnes. Et donc, on se retrouve un petit peu dans ces éléments-là. Et globalement, pour toi, l'expérience que tu as eue sur l'exploration et la navigation sur Tor, sur la partie Tor Browser, est-ce que tu dirais que tu es tombé plus souvent sur du contenu à caractère illicite ou plutôt souvent tombé sur du contenu à caractère illicite? Par les recherches, moi, encore une fois, pour rappeler. Si on prend la liste de liens, c'est quand tu arrives sur un Aidenwiki, globalement. Alors, sans parler de recherche que tu peux faire, toi, creuser, parce que tu vas t'intéresser à une thématique en particulier. Perso, quand j'arrivais sur des wikis, la plupart des sites sont avec des choses qui ne sont pas illégales. C'est-à-dire que la plupart des choses, ça va être quelque chose qui va être soit pas illégal et moralement correct, soit pas illégal, moralement discutable, ou soit on va avoir quelque chose qui est totalement illégal, totalement moralement discutable. Mais dans tous il n'y a pas de discussion. En général, quand c'est moralement indiscutable, ouais, c'est vrai. C'est pas légal. Il n'y a pas cette marge. Exactement, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas cette marge de négociation. C'est vrai. Ou alors c'est qu'on est bizarre. Non, je dirais que dans la plupart des... Qu'est-ce que tu entends par exemple, légal mais moralement discutable sur lequel tu aurais pu voir des accès? Qui, toi, par exemple, d'un point de vue moral, tu te dis, c'est pas fou. C'est, comment dire, tu peux avoir de la vente de choses qui sont totalement légales. Par exemple, en France, il est possible, par exemple, d'acheter une arme qui va être entre guillemets désarmée, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux avoir chez toi une arme où il va y avoir certaines pièces qui vont être retirées et il va falloir que tu fasses que tu dises à l'État, bah voilà, regardez, mon arme, elle est bien inutilisable. Bon, ça c'est possible en France. Et ben, tu vas avoir par exemple des sites où il est possible d'acheter des versions en plastique de ces pièces-là. Et il faut savoir que ces pièces-là, l'acheter une comme ça, comme tu pourras en avoir partout, c'est légal, c'est totalement légal. C'est le fait d'avoir l'arme plus ces pièces-là qui font que c'est illégal. Mais tu peux totalement acheter une des pièces qui font que ton arme va devenir utilisable. Ça, par exemple, c'est moralement très discutable, mais c'est légal. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire des imprimantes 3D, où certaines personnes vendaient des plans justement d'armes à feu, et quand ils les imprimaient, ils se sont aperçus qu'elles étaient pleinement fonctionnelles, que ce n'était pas juste un délire de deux informaticiens qui avaient reproduit une arme de poing ou un fusil d'assaut c'est ça. Dans leur labo chez eux. C'est ça, c'est exactement ça. Après, de manière aussi encore un petit peu discutable, et cette fois un peu plus dans la sécurité informatique, quand on découvre une vulnérabilité qui est très impactante auprès d'un service quelconque, mettons par exemple que je trouve quelque chose de très fort chez
un fournisseur enfin, par exemple, un service de mise en ligne de site web, comme un Apache, Nginx, voilà, ce type de serveur, eh ben, je vais avoir ce qu'on appelle une non-divulgation agreement, c'est-à-dire que je vais me rapprocher d'eux, je vais leur dire, voilà, j'ai trouvé ça, et ils vont me dire, OK, bah, tant qu'on n'a pas patché, pendant 60-90 jours, le dis pas, le garde pour toi, voilà, tant d'argent, etc., on s'arrange. Eh ben, Ça, c'est la meilleure des situations, ça. Voilà, ça, c'est la meilleure des situations. Oui, effectivement. Dans la pire des situations, ça peut être... bah, écoute, tribunal, ça peut c'est être souvent ça. pas de réponse, ça peut être... C'est pas forcément la norme, en fait. Mais oui, oui. Voilà. Mais quand ça se passe bien, voilà, ça peut être fait comme ça. Et ben moi, je peux très bien me dire aussi, OK, très bien, bah, ce que je peux faire, c'est que je vais pas vendre l'exploitation, mais je peux vendre ce que j'ai trouvé en mode, voilà un petit peu ma démarche, comment j'ai fait. Et implicitement, on va pouvoir, à travers en fait ce tuto entre guillemets, bah, on va pouvoir reconstruire l'exploitation. Officiellement, j'ai pas revendu l'exploit, mais j'ai montré un petit peu mes découvertes. Et ça, encore une fois, ça peut ne pas, de la façon comment c'est fait, ça peut ne pas être illégal, mais moralement, c'est totalement discutable. Voilà. Et on peut trouver plein de Ouais, petites choses comme ça qui sont sur la corde. Bah, justement, ça nous amène à un deuxième mythe où on parle des forums, des marketplaces et on parlera des Red Rooms, l'endroit un peu mythique qui est censé être sur Tor. Déjà, sur les forums et sur les marketplaces, qu'est-ce qu'on peut retrouver, on va dire, de manière traditionnelle et qu'est-ce qu'il peut y avoir qui est illicite, qu'on retrouve assez régulièrement, sans parler de choses spécifiques, mais qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel Bon, ce qui est réel déjà, c'est que faut comprendre qu'un forum sur le net classique, comme on pourrait avoir, et je vais citer des choses que tout le monde connaît, du type Reddit, 4chan, des choses comme ça, ou même des forums sur le jardinage. Je veux dire, on peut retrouver la même chose. Alors, déjà, pour moi, il y a un écart énorme en fait Ouais. entre Reddit Le et jardinage des 4chan. Déjà, Ouais, pardon. déjà voilà, parce que Reddit, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même un minimum de filtres, chose que des fois, quand même, on est sur la corde. Ouais. Il y a Quora, Reddit, et après, 4chan, on est quand même bien en dessous. Après, Et 4chan, après, il y a et après, il y a le effectivement jardinage. 8chan. Voilà, non, après, tu as 8chan, Infinity, tu as ce genre de choses, où là, Ouais. c'est clairement de la déchetterie. Déjà, 4chan, il y a certains sujets où on est plus que borderline au niveau légal. Hein, Ah, sur c'est les, ouais, sur les c'est topics, hein. plus que borderline, oui, effectivement. Et tu fais bien de parler d'Infinite Chan, c'est que celui-ci, par contre, il a son équivalent en point oignon, et celui-ci, véritablement, c'est une déchetterie. C'est-à-dire que là, on trouve le fin fond de l'humanité, dans le sens où on peut avoir des choses qui sont très bien, on peut avoir des choses qui sont très frivoles, des sujets sympas, etc., des échanges de dessins, de choses comme ça, et il peut y avoir des échanges d'informations qui sont complètement illégales, notamment sur la partie sur l'équivalent en point oignon, donc accessible via Tor. Donc, en fait, on peut avoir soit des forums qui sont un petit peu fourre-tout, comme Infinite Chan par exemple, où on va avoir du très légal, du très moral et du très illégal. On peut avoir des choses où c'est uniquement légal et où le but, c'est pas de diffuser des choses illégales. D'ailleurs, il y a énormément de disclaimers sur les forums qui se veulent être uniquement légales, c'est-à-dire que quand on arrive dessus, il va y avoir marqué, par exemple, si c'est des forums de partage de photos ou d'images, il va y avoir marqué attention, interdiction de partager des personnes qui sont mortes, attention, interdiction de partager des vidéos de gens qui sont exécutés, des types de pornographie très spécifiques. Voilà. Il va y avoir vraiment des règles qui sont marquées en gros au moment où on va arriver sur ces forums. Ce qui est bien, c'est que quand tu expliques ces règles-là, c'est-à-dire que tu es tombé dessus. Oui, bah bien sûr. De Bien sûr, me dire, je totalement. vais poster des photos de quelqu'un qui est mort, tu vois, par exemple. Bah, c'est-à-dire que, alors non, moi je me suis jamais dit je vais poser des photos de quelqu'un qui est mort. Non, mais et puis j'ai pas ce genre de ressources avec moi. Ils ont été obligés d'expliciter parce que c'est-à-dire qu'il y en a qui ont commencé à faire ça en fait. Et c'est ça le pire, c'est que quand on voit ces règles-là, c'est qu'il y en a qui l'ont fait et du coup les modérateurs se sont dit les gars, nous, on va pas être violés psychologiquement comme les modérateurs de chez Facebook et autres qui sont obligés de se taper des choses qui sont immondes. On va essayer de filtrer en amont. Ah mais complètement. Mais tu sais, moi, ça me choque pas tant que ça parce que quand tu vois que dans la notice d'une poussette pliable, il y a marqué retirer le bébé avant de plier la poussette, ça me choque pas que sur un truc de partage d'images, on puisse te dire ne poste pas de gens avec la tête en moins, tu vois, ou à côté. Je veux dire, mais oui, il y a forcément des gens qui l'ont fait et c'est terrible, mais en même temps, quand on va sur ce genre de forum de partage d'images qui sont pas accessibles depuis le clear web, donc l'internet de monsieur, madame, tout le monde, c'est aussi des fois ce que cherchent ces gens qui veulent partager ces images-là, qui vont pas forcément être dans la consommation, mais surtout dans la diffusion de ces trucs-là. Ils veulent montrer des choses qu'ils pourraient pas montrer ailleurs.
Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de se blinder, ces sites-là, en disant, bah, faites pas les cons, quoi. Abusez pas. Et au niveau des marketplaces, du coup, est-ce que c'est un petit peu comme eBay où c'est un fourre-tout, on retrouve un petit peu tout ou est-ce que c'est majoritairement des choses illégales qu'on retrouve sur les marketplaces typiques du. J'ai très rarement. Si on prend Silk Road, qui était quand même l'un des majeurs, globalement, c'était quasiment que de l'illégal. J'ai perdu le nom de l'autre qui a été fermé. Il y a eu Hydra, le forum russe, la marketplace russe qui a été fermée il y a un peu moins d'un an. J'ai pas le nom, c'est pareil, c'était pour de la drogue majoritairement. Ouais, j'ai pas le nom non plus, ouais. Il y avait Alphabet. Ouais, il y avait Alphabet, voilà, c'est aussi. Alphabet, Kingdom Market, là j'en ai quelques-uns sous les yeux, Genesis, Vice City qui est extrêmement connu. Et je pense que celui russe que tu disais, c'est Russian Market. Alors je ne sais pas s'il est encore en ligne celui-là, mais effectivement, il vend beaucoup de choses. Mais effectivement, ce sont, alors moi, de toutes les marketplaces, parce que aussi par curiosité, par se demander, ok, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est des idées reçues, est-ce qu'on grossit le trait, est-ce que vraiment c'est quasiment que des marketplaces avec des choses illégales. Moi personnellement, j'ai vu quasiment que des marketplaces où il était possible d'acheter des choses qui étaient illégales. Concrètement, et ça paraît logique parce que pourquoi se faire suer à mettre en place tout un système plus difficile que sur le net classique. Vous voulez faire une marketplace sur le net classique, vous allez sur un Shopify, vous en faites une en 15 minutes, ça vous prend pas. Ah non, parce que Shopify, c'est chiant à faire. Mais ça va vous prendre une semaine, pas plus, et ça va pas demander des compétences de fou. Par contre, mettre en place ce type de marketplace sur le dark web, ça va être quand même beaucoup plus compliqué, et ce serait bête de perdre autant de temps pour quelque chose où on pourrait vendre des clous. Enfin, c'est complètement bête. C'est ça. Et en général, moi, ce que j'en avais vu, pour être tombé sur quelques plateformes qui étaient un peu médiatisées, c'est en général de la drogue, des fuites d'informations, des contenus pornographiques illicites. Et après, il y avait tout ce qui est service tiers. Où il y a la partie hacking où vous pouvez, ce qu'ils appellent louer un hacker pour pirater un Facebook ou une bêtise encore du genre. Et après, il y avait les services autres, qui peuvent appeler ça comme ça, où là, alors on a toujours du mal à savoir ce qui est réel ou si c'est juste des gens qui sont là pour arnaquer, mais il y avait tout ce qui était tueur à gage et ce genre de choses, par exemple. Complètement, voilà, le tueur à gage. Alors après, quand on voit les tarifs, c'est quelques centaines, voire quelques milliers de dollars, et on se dit, la vie d'une personne à cette tarification-là, globalement, c'est à peu près ça. Ou est-ce que c'est juste des personnes qui essaient d'en arnaquer d'autres? Et de toute façon, vu comme c'est sur une plateforme qui est en général anonyme, il n'y a pas le moyen de retrouver la personne. C'est la grande question que je me pose en fait derrière tout ça. Et je pense que beaucoup se posent aussi. Le meilleur moyen d'être sûr, ce serait d'acheter ce service. Mais du coup, j'ai pas pour ambition d'aller en prison ou de dépenser mon argent là-dedans. Mais du coup, je suis dans le même état que toi, au niveau de ce que je pense, notamment de ces services de Hitman, c'est que oui, on te propose pour 10 000 $ d'aller tuer telle personne. On te propose. Alors, par contre, il y a des règles. Là aussi, il y a des gros disclaimers. On ne fait pas les personnes politiques, on ne fait pas les enfants, on ne fait pas les stars. Donc, eux, ils ont des règles. Mais ils sont pas joueurs. Ils sont pas joueurs. Non, ils sont pas joueurs. Et ils ont des règles, mais pour 10 000 balles, ta belle-mère, il n'y en a plus. Donc, à un moment donné, là aussi, c'est comme tu dis, est-ce que ça vaut vraiment le prix d'une vie ? Est-ce que la personne est tellement professionnelle là-dedans que pour 10 000 balles, c'est très facile pour elle, et puis voilà, 3 claquements de doigts, la personne n'existe plus, on la retrouve plus? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien du tout. Beaucoup de personnes disent que ce sont des mythes, et à juste titre, parce que c'est difficile d'y croire, et d'un autre côté, la nature humaine fait que ça ne me choquerait pas. Il est aussi possible, alors tu parlais de services comme ça de tueur à gage, mais il y a aussi d'autres services. Par exemple, on peut faire des papiers d'identité complètement falsifiés. Alors soit on peut les acheter totalement faits, déjà préfaits, ça coûtera moins cher, soit on peut demander de faire des papiers d'identité où on pourrait fournir une photo, on pourrait fournir par exemple des informations très précises qu'on voudrait dedans, et les personnes vont nous faire des faux qui sont, d'après les photos, plus vrais que nature. Et ça, par contre, ça c'est vrai. Il est possible d'avoir ce type de document. Tout comme on peut avoir des services où les gens vont nous générer des passes Covid ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de services. Certains qui sont... Je pense que, naturellement, tous les services qui sont les plus trash, qui vont le plus loin, on aura plus tendance à te dire « Non, c'est pas possible. Pas possible, c'est pas vrai. »
Et Parce c'est que peut-être un peut-être que biais. mentalement, nous, on se met voilà, cette barrière psychologique en disant Mm. c'est pas parce qu'il y a des êtres humains qui fassent ça. Mais je suis tombé sur une vidéo d'Arte là, il y a quelques jours où justement il montrait aux Philippines avec l'histoire du Covid qu'il y a eu l'exploitation au sein même des familles des enfants et globalement il les vendait contre des actes sexuels via webcam pour Mhm. une centaine de dollars. Et donc il y a eu un réseau complet qui a été démantelé et donc ils montraient un petit peu la procédure, ils expliquaient le pourquoi du comment. Et donc, on se dit que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a été démantelé comme ça et que ça a été Ouais, prouvé par les autorités que ça existait vraiment, c'est compliqué d'y croire. Mais complètement. si on se dit qu'il y a des choses comme ça qui sont possibles à côté, pourquoi les autres ne le seraient pas? Bah, c'est ça. Encore une fois, la nature humaine fait que. C'est là qui est dur. Donc oui, oui, oui. Et d'ailleurs, oui, mais après, pour tout ce qui touche un petit peu pornographie, quelle qu'elle soit, c'est pas que ça me choque moins, mais c'est que je m'attends moins à ce que ce soit pas possible. Pour moi, c'est quelque part, c'est forcément possible parce que quand on voit que des choses aussi atroces puissent être faites à des gens, je me dis que c'est bon, on peut pas aller plus loin. On a déjà atteint le fin fond du fin fond. Donc, c'est acté un petit peu que c'est possible. Bah, justement, Mais le fin fond du fin fond, est-ce que c'est pas le mythe de la Red Room? Pour ouais, explication de ceux qui ne savent pas ce que c'est censé être une pièce dans laquelle on a capturé une personne et globalement, on va la torturer en live et chaque personne qui va visionner, qui va payer, va pouvoir choisir un petit peu ce qui est fait à la personne, à la victime en question. Euh, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont essayé de chercher un petit peu, qui ont essayé de voir s'il y avait des accès qui étaient possibles et autres. J'ai l'impression que c'est un peu plus une légende urbaine qu'autre chose, en fait, cette affaire. Sachant que quand on entend certaines personnes qui ont travaillé avec Interpol, Europol, la gendarmerie dans des zones un petit peu couvertes, qui se sont retrouvées des fois avec des sectes et autres, des fois, on en est quand même pas loin quand même de certaines bah histoires, hein. ouais, complètement. Donc, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas? Alors, je pense que vraiment, Red Rooms, c'est vraiment stream. C'est un stream où des gens votent. Enfin, d'après l'image de ce qu'est l'explication que c'est stream, donc direct, avec un stropole, les gens sont dessus et payent ou votent pour avoir l'un des choix qui serait plausible pour tabasser la personne, la violer, machin truc et tout. Euh, Ce concept-là, déjà, premièrement, au niveau technique, je trouve ça très compliqué. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que le réseau Tor, c'est très bien. On a vu que bah, voilà, ça utilise des nœuds entre nous et le site distant. Ça permet un certain degré d'anonymat. Mais le côté négatif de la chose, c'est que plus on passe par des intermédiaires, et plus ce sera lourd et lent. Et un stream, si c'est lent, c'est très difficile à mettre en place. On le voit quand on veut faire quelque chose sur Twitch, par exemple, si vous n'avez pas une fibre optique, ça risque d'être compliqué. Si vous n'avez pas une bonne VDSL 2, ça risque d'être compliqué. Donc là, ah, mais passer par le réseau justement, Tor pour du stream, est-ce que les accès se font pas via le réseau Tor et après, ils passent en direct, ils leur filent une IP et les mecs se c'est connectent en one possible. way sur un serveur et c'est des serveurs qui sont jetables. C'est un pic qui est mis dans un bâtiment avec une fibre qui est tirée et puis merci, au revoir. Après, c'est détruit et ils passent à autre chose. C'est la technique la plus viable que j'imagine. Je pense pas que ce soit possible autrement. Après, est-ce que ça existe? Encore une fois, je me dis pourquoi pas. Et d'un autre côté, il n'y a pas de preuve. Aujourd'hui, enfin, du moins, moi, j'en connais pas. J'ai jamais eu sous les yeux une preuve irréfutable que ça a un jour existé ou que quelqu'un l'a fait. Est-ce que ça veut dire que personne ne l'a jamais fait? Non, je pense que quelqu'un a déjà fait ce genre de choses. Mais est-ce que c'est commun de là à l'appeler concept, à donner un concept à ce truc-là, la Red Room? Et je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Du moins, je l'ai jamais vu. Et j'ai passé énormément de temps à me perdre un petit peu parce qu'il faut savoir que le réseau Tor, c'est pire que YouTube. YouTube, vous laissez la lecture automatique pendant 2 heures, vous vous retrouvez avec des gens qui font des piscines à la main. Enfin, c'est un truc de dingue. Et ben, le réseau Tor, c'est pareil. Vous cliquez sur des liens et puis bah, vous commencez sur un forum de jardinage, vous allez finir sur une marketplace pour acheter des armes ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un truc où vous vous perdez de fil en aiguille. Et même en se perdant, moi personnellement, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Donc, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Je sais pas, mais j'ai pas la preuve que ça existe. Est-ce que c'est pas uniquement sur invitation, justement, dans des strates Peut-être. où les personnes se connaissent Ah peut-être, bah, ou je du pense moins il y a un forcément. certain, il y a un certain lien? Parce que je vois mal dans un Eden Wiki, en mode un truc Red Room, cliquez ici, $20 et puis merci, au revoir. Tu vois. Gros stream ce soir à 20 h, soyez nombreux, abonnez-vous. Ouais, c'est exactement ça, ça me paraît. Non, 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 non. Et puis même si, encore une fois, on part du principe que c'est le lien qui est donné ne passerait pas par un système d'anonymisation et serait, même si c'est un serveur qui est mis une fois dans une tour, puis qu'ensuite il est brûlé ou quoi que ce soit, il y a quand même des
risques à un moment donné de pouvoir, à terme, peut-être sur des années, avec certains patterns, de trouver la personne. Donc oui, le fait d'avoir des gens auxquels on a confiance et qui, du coup, seraient les seules personnes à pouvoir accéder à ces streams-là, oui, je pense que là aussi, c'est l'une des conditions pour y accéder, c'est d'être waitlisté. Mais encore une fois, moi, non, encore là, j'ai jamais vu aussi de système de waitlist. Et pour avoir traîné sur des forums de cybersécurité, de hacking, de OSINT, de choses comme ça, là aussi, j'ai jamais vu des personnes parler de ça, parce que j'ai pas parlé aux bonnes personnes. Je sais pas, mais je pense que c'est quand même l'un des lieux où potentiellement il y aurait peut-être des gens qui pourraient en connaître un petit peu là-dessus. Et j'ai jamais vu personne en parler, ni par message privé, ni sur un topic, quoi. Bah, justement, est-ce qu'il n'y a pas la question de la légalité qui rentre un petit peu en compte en disant, bah voilà, je suis allé sur des forums qui sont plus que borderline au niveau légal. Mais oui, non, effectivement, je pense que c'est totalement impossible et que ça n'a pas de sens de diffuser ça comme ça publiquement. Il y a également un mythe qui persiste, qui consiste à dire que sur Tor, on est totalement anonyme. Alors, j'ai quelques éléments, moi, de réponse à ce mythe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Parce que, effectivement, tu disais que si les personnes devaient faire un stream directement sur Tor, bah oui, il serait anonyme, mais il serait extrêmement lent et ce serait extrêmement compliqué de pouvoir le faire. Et après, tu disais, et potentiellement, s'ils passent par d'autres services, ils pourraient être désanonymisés. Ou si jamais ils envoient des requêtes avec, par exemple, leur IP, un email ou quelque chose qui les identifie, ça peut les désanonymiser. Tu peux nous en parler un peu plus? Effectivement. Alors déjà, pour comprendre un petit peu ce principe d'anonymat, il faut comprendre très vulgairement comment fonctionne le réseau Tor. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ça fonctionne sur le chiffrement et ça fonctionne aussi sur le principe de nœud, de serveur de relais. C'est-à-dire que moi, pour me connecter à un site, pour accéder à un site en point oignon, donc du dark web, je vais avoir besoin de passer par le réseau Tor. Et pour passer par le réseau Tor, je vais passer par un premier nœud qui est le nœud d'entrée. Lui-même va transmettre mes messages sur un deuxième nœud et qui va transmettre le message sur un troisième nœud qui est le nœud de sortie. Et lui, il va discuter avec le site web. Il faut savoir que chacun des nœuds n'a connaissance que de ses interlocuteurs le plus proches. Donc le premier nœud ne va connaître que moi, donc il saura qui je suis, et le nœud du milieu, et etc., etc. Donc le nœud de sortie ne connaîtra que le site et le nœud du milieu. Ça permet que, en ayant minimum 3 nœuds, il y ait une isolation totale entre l'expéditeur et le destinataire du message. Pour s'assurer de ça, au-delà d'avoir ces nœuds qui parlent entre eux et que entre eux, il y a donc des chiffrements. Et pourquoi on parle de couches pour le réseau Oignon? C'est parce qu'en fait, le message que je vais envoyer, il va avoir une couche de chiffrement pour chacun des nœuds que je vais utiliser. Donc, si j'ai 3 nœuds, je vais avoir mon message. Il va être chiffré d'abord avec la clé de chiffrement du nœud de sortie, puis la clé de chiffrement du nœud du milieu, puis la clé de chiffrement du premier nœud. Et quand je vais envoyer mon message, chacun des nœuds va être en capacité d'ouvrir uniquement sa partie et donc éplucher la couche qui lui correspond. Et une fois qu'il a épluché cette couche, il retire la donnée, il la garde pour lui et il envoie le reste. Ce qui fait que personne, à part lui, ne peut lire les informations qui lui sont nécessaires et qui lui sont destinées. Donc, à partir de là, on se dit, OK, bah, ça veut dire que le site distant ne peut jamais savoir qui je suis. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul nœud qui me connaît, mais le nœud qui me connaît, il ne sait pas où je veux aller. Donc, oui, c'est le principe du moindre savoir. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une... Déjà, la première cause de fuite d'anonymat, c'est la faille humaine. Moi, de toutes les grandes histoires que je connais sur des gens qui ont mis en place à disposition des services ou qui ont consommé activement des services illégaux sur le dark web et dont l'identité a fuité, c'était la plupart du temps sur une erreur humaine qu'ils ont fait à un moment ou à un autre. Tu parlais d'une grande marketplace qui a été fermée. Je crois d'ailleurs que c'était Silk Road, ça a été la première grande marketplace du dark web. Et ben, son créateur. Et Ulrich. Ouais, c'est ça. Son créateur Ulrich, je sais plus quoi, j'ai plus le nom, ouais. Eh ben, son identité, elle a réussi à fuiter grâce à une énorme enquête et parce qu'une fois, il a mis une adresse email qu'il fallait pas, il a mal programmé un truc dans son site parce que là aussi, il y a une grosse idée reçue qui dit que les sites sur le dark web sont forcément hyper sécurisés. C'est pas vrai. Un site sur le dark web, il utilise les mêmes technologies de développement qu'on pourrait retrouver sur des sites classiques. Donc, effectivement, si on peut avoir des vulnérabilités sur un site classique, bon, on peut les avoir aussi sur un site du dark web. Donc, à tous les niveaux, il est possible de faire fuiter son anonymat à partir du moment où on fait une faute humaine. Si j'envoie un message avec mon adresse physique,
ou une adresse mail que j'ai créée avec mon IP, mais que j'utilise sur le dark web, bah forcément, à un moment donné, si quelqu'un obtient cet email, genre un service étatique obtient cet email et va poser les bonnes questions aux bonnes personnes, notamment si c'est une adresse Gmail, il va aller voir Gmail, il va faire c'est qui a créé ça, et Gmail va leur donner les informations. Donc, il y a ce type de possibilités. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus exotiques et qui sont toujours de l'ordre de l'erreur humaine. C'est que, encore une fois, si jamais vous devez aller sur le dark web et donc consommer des sites en .oignon, on vous invite vraiment à utiliser le navigateur Tor mis à disposition par Tor, le projet Tor, parce que si jamais vous vous dites non, moi je vais le faire à ma sauce, ce sera mieux, je vais utiliser un proxy Tor, je vais utiliser un navigateur comme je veux, etc. Si vous faites une erreur de configuration, si ça se trouve, vous allez passer que certains types de paquets par le réseau Tor, mais certains d'autres, vous n'allez pas les passer par le réseau Tor. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on obtient des vulnérabilités comme des sidechain attacks, où vous allez avoir votre connexion, donc votre requête pour accéder à un site internet qui va effectivement passer par le réseau Tor, mais dès que vous allez faire une requête DNS, en fait, ça va partir sur le clear web. Et automatiquement, il y a des moyens, par exemple, pour forcer, en tant que site internet, j'ai des moyens pour forcer l'utilisateur à faire des requêtes DNS. Et donc, en tant que prestataire de site du dark web, je suis en capacité de faire fuiter l'identité d'une personne. Ça peut être utile, par exemple, pour des États, des institutions étatiques. Mettons, par exemple, que j'ai mis la main sur une grosse marketplace illégale, et bien plutôt que de la faire fermer, je vais, moi, en tant que force de l'ordre, je vais la laisser ouverte et je vais essayer de choper le plus de monde possible. Et donc, pour faire ça, je vais essayer de mettre en place plein de petits systèmes, plein de types d'attaques dessus, où quand on va tenter d'aller sur ce site, automatiquement, il y a des choses qui vont être tentées. Et si jamais le navigateur ou ce que vous avez fait est mal configuré, automatiquement, ils vont recevoir des informations et qui vont faire fuir votre identité. Alors, il y a le navigateur pas à jour. J'avais entendu également parler des clés de chiffrement utilisées dans les certificats qui étaient les mêmes, par exemple, sur certains services Tor et qui étaient les mêmes que sur le site ClearWeb. Et donc, on pourrait retrouver, on va dire, la personne qui était à l'origine de l'administration du site. Donc, encore on a une fois, des choses effectivement qui peuvent permettre de faire fuiter. Exactement. C'est toujours une faille de configuration sur une problématique technique. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour des mythes et des réalités du réseau Tor. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Et si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à récupérer le guide qui est disponible directement dans la description. Merci Kevin pour ton intervention. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. À plus.